Le mythe de la Wonder Woman, c'est tu peux tout avoir si tu t'organises bien et si tu fais tout toute seule. Donc, sors ta to-do list, mets ta ceinture et on y va. Je trouve que la santé des femmes au travail, c'est un angle mort, tu vois. Il y a des choses que les hommes ne connaîtront pas et qui font que, avoir ses règles. Potentiellement mal. Potentiellement de l'endométriose. En fait, le syndrome de la bonne élève, je trouve c'est... Alors, quand je mets ma casquette plus de coach, tu vois, je vais te dire que oui, le syndrome de la bonne élève, ça peut être un frein dans la carrière parce que, malheureusement, l'entreprise n'est pas forcément un endroit méritocratique. Bonjour Lucille. Bonjour Elodie. Je suis ravie de te recevoir au micro de Bloom Up aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Merci pour l'invitation. Oui, de rien. Tu es autrice, journaliste, coach et membre de l'Observatoire de l'émancipation économique de la Fondation des femmes. Tu explores depuis plusieurs années les enjeux d'égalité, de charge mentale et les injonctions faites aux femmes, notamment dans ton livre « Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes ». Et tu viens juste de sortir un nouvel ouvrage qui s'appelle « Les méritantes », comment le monde du travail trahit les femmes. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne beaucoup, et surtout quand on devient maman. C'est le mythe de la Wonder Woman, celle qui réussit tout, qui est toujours disponible, performante, par tous les temps et à toutes les heures de la journée, dans toutes les sphères. Toujours mobilisable, toujours. Bien sûr. Voilà, mais avant d'en parler, j'aimerais bien qu'on en apprenne un petit peu sur toi, sur la femme, sur la maman, et qui est derrière cette plume. Je m'appelle Lucille, j'ai 36 ans. J'ai une fille de 2 ans. Moi, j'ai été salariée pendant quelques années, et puis indépendante maintenant depuis 8 ans. 8 ans. Donc, un peu slasheuse des activités diverses, comme tu l'as dit. Et alors, plus sur le volet parentalité, moi, j'ai toujours su que je voulais des enfants. C'était une question que j'allais te poser. Parce que tu as toujours su que tu voulais être maman. Ouais, si ça, j'ai toujours su, mais j'étais pas du tout enfant. Enfin, je sais pas, tu vois, je faisais pas de babysitting, j'étais pas très à l'aise avec les enfants, un peu comme, c'est un parallèle très bizarre, un peu comme avec les animaux, tu sais, où tu sais pas te comporter avec, tu vois, j'étais pas... voilà. Il y avait plein de trucs autour de la maternité, la grossesse... je trouvais une culture très cucu, tu vois, la femme enceinte en col Claudine... dire vous attendez bébé, tu vois, genre sans pronom. Enfin, moi, ça me rendait un peu dingue et tout. Donc, il y avait tout un truc qui n'avait pas l'image, quoi. Non, voilà, qui dans lequel je me projetais pas du tout, que je trouvais assez réducteur pour les femmes. Et tu vois, que être mère, ça, voilà, il y avait tout un imaginaire qui me parlait pas trop. Plus c'est vrai que traiter les sujets que je traitais, la place des femmes au travail, où tu vois très rapidement que la vie privée, ça vient quand même être un certain frein. Enfin, la vie privée, et même pas. En fait, c'est même pas tant la maternité, c'est le manque de partage des tâches au sein du couple. C'est la culture du travail qui est pas du tout inclusive, plus que la maternité. Moi, j'aime pas dire la maternité est un frein à la carrière. Non, en fait, c'est le sexisme, les inégalités hommes-femmes, tout ce qui est autour. Voilà, faut pas, tu vois. Sinon, c'est trop. Sinon, après, t'en viens au dilemme. Avoir une carrière ou faire des enfants. Alors qu'en fait, tu vois, c'est trop injuste, quoi. Mais c'était un peu l'image que tu t'en faisais, ou en tout cas tout ce que tu... moi, ce que j'entendais, c'est que c'était compliqué. Ce que t'entendais, c'était compliqué. Et ça donnait pas forcément envie tout de suite. Ça n'a pas changé mon envie, mais si tu veux, j'ai eu un gros red flag attention à ce qui peut arriver, ce qui fait que, tu vois, mon conjoint, avec qui je suis depuis longtemps, lui, il est un peu plus dans l'idée de j'aurais aimé avoir des enfants plus tôt. Je fais mais moi, en fait, lui, il est salarié. Moi, j'étais indépendante. Enfin, je suis indépendante toujours, mais tu vois, à l'époque, voilà. Je lui dis, j'ai besoin de faire plus de choses professionnellement, de me sentir plus ancrée, d'écrire des livres, pour me sentir disponible. Parce que je sais ce que ça va entraîner. Je sais indéniablement que même si on essaie d'être un couple égalitaire, le fait que moi, je sois freelance et toi salarié, la variable d'ajustement, ça va être moi.
Et j'ai pas envie d'en vouloir tu vois, à cet enfant de... Ou à toi. je suis ouais, voilà, ou à moi de me dire, je suis frustrée parce que toi, là, ton conjoint, du coup, je voulais dire. Oui, oui. De me dire, je suis frustrée parce que j'ai l'impression de ne pas pouvoir me réaliser. Et Bien du sûr. coup, voilà, l'indépendance, ça a été un long chemin pour trouver tes sujets, comment tu adresses les choses. Et c'est en fait, après avoir écrit Le Prix à payer, que j'ai eu l'impression d'avoir bouclé un cycle, d'avoir sorti un truc que je voulais sortir depuis très longtemps. Et du coup, là, je me dis, OK, là, je peux faire un enfant. Tu vois, c'est le bon moment. Voilà, ouais, on en parlera. On en parlera. Mais, je rigole, mais d'être disponible, mais dans ta tête, moi, t'avais l'espace pour, donc ça, c'est... envisager voilà. cette maternité. Exactement. J'ai une question pour toi. Toi, tu as grandi dans quel type de famille? Et est-ce que tu as eu justement des modèles féminins ou justement, qui t'ont marqué ou qui t'ont influencé justement dans ton approche de la maternité ou de la parentalité? Oui. Moi, j'ai eu un modèle féminin et masculin parce qu'en fait, mes parents n'étaient pas, je m'en suis rendu compte après, n'étaient pas un couple... en fait, ils étaient avant-gardistes pour leur époque. C'est-à-dire que on habitait dans la ville où on habitait pour le travail de ma mère. Ah oui. Voilà. Elle travaille dans le médical, donc elle avait, tu vois, parfois des gardes le soir. Elle était chef d'entreprise. Elle avait un laboratoire d'analyse médicale, donc elle était très mobilisable aussi. Elle faisait des gros horaires. Elle s'est jamais excusée de travailler. Jamais, jamais, jamais. Et mon père, lui aussi, avait tu vois, une vie professionnelle assez prenante, notamment avec beaucoup de trajets, de déplacements. Mais tu vois, à un moment, il travaillait dans une autre ville. Il faisait 1 heure de train aller, 1 heure de train retour pour revenir. C'est lui qui faisait c'est lui qui s'est adapté, entre guillemets, voilà, ouais. tu vois, c'est sa vie professionnelle s'est adaptée au contour de celle de ma mère. Et c'est ma mère qui gagnait le plus d'argent à la maison. Et du coup, moi, quand je suis devenue... Ça, tu le savais à l'époque ou pas? Ou tu le sentais? Non, je le sentais... C'était pas... En fait, nous, ça nous apparaissait comme quelque chose de normal, quoi. Voilà, de juste d'égalitaire. Ouais. Tu vois, pas... Il n'y en avait pas un qui dominait l'autre, mais juste, ils avaient tous les deux des vies professionnelles prenantes. En même temps, ils étaient là pour nous. Si tu veux, il n'y a pas eu de manque de voilà. On est 2 filles. J'ai une grande sœur. On a toujours été poussées à être ambitieuses, faire des études. On avait le choix de pouvoir faire les études qu'on voulait. Tu vois, on avait quand même une ouverture. Ils nous ont beaucoup stimulés, fait voyager. Tu vois, ils nous ont vraiment... voilà, on a été libres et poussées à être ambitieuses aussi. Et du coup, moi, quand je suis devenue journaliste et que j'ai fait des interviews de femmes qui me parlaient de la conciliation vie privée, vie pro avec énormément de culpabilité, j'ai pas compris ce que j'entendais. Parce que moi, j'avais pas du tout eu ça. C'est pas le modèle que tu avais. Moi, ma mère ne s'est jamais excusée et on lui a jamais... Bien sûr. On n'a jamais dit « Maman, tu m'apportes pas mon goûter à la sortie de l'école, tu m'aimes pas. » Tu vois, on s'est jamais senti mal aimé par rapport à ce truc du temps et de la disponibilité. Voilà, après, tu vois, il y avait mes grands-parents à côté, il y avait du soutien, il y avait pas... Voilà, mais c'est vrai que ce modèle-là... Oui, mais mine de rien, ce modèle, ça a marqué quand même. Et c'est marrant parce que tu vois, quand le prix à payer est sorti, du coup, mon père, il a un peu, tu vois, dit... C'est un message que tu te rends compte que... Non, mais... Ah non, tu te rends compte que c'est pas ça chez nous, ouais. Tu te rends compte quand même que nous, on est... Tu vois, et que lui, en tant qu'homme... tu vois, il a fait de la place à sa famille et même, je lui dis, c'est vrai qu'en fait, toi, je me rends compte maintenant, passé 30 ans, que tu n'étais pas l'homme moyen qui part bosser, qui voit pas ses enfants, qui est en mode je ramène l'argent et le gibier à la maison, voilà, et qu'il a été vachement disponible pour nous aussi. Et c'est vrai que je dis, en fait, et c'est toi qui t'es plutôt même adapté à la carrière de notre mère. Donc, c'était assez... et même, tu vois, il me disait que... C'était pas courant à l'époque. Ouais, et quand il était jeune et qu'ils avaient des discussions, tu vois, entre garçons, il disait, moi, j'ai tout de suite dit que la vie de famille, c'était quelque chose qui serait central. Là où d'autres manifestaient plutôt le truc de la carrière, tu vois, de la vie professionnelle et tout. Donc, c'est vrai que là-dessus, il a été...
voilà, tu vois, en décalage un peu avec son époque. Donc, j'ai eu ces modèles-là. Après, si tu veux, je trouve que c'est pas parce que tu as ces modèles-là que tu reproduis la même chose. Et moi, ça a été un peu aussi la grande surprise de la maternité, c'est que je t'ai dit que ça me... Voilà, il y avait des choses qui m'attiraient pas trop, même si je voulais des enfants. Et en fait, t'apprends qu'il y a ce que tu penses avant que ton enfant il arrive et ce qui se passe après. Voilà, t'avais le plan. Voilà. Puis après, il y a la moi, réalité. je me disais, un enfant, c'est bon. Au bout de 3 mois, on le met à la crèche. L'allaitement, faut pas s'en faire un truc. Et puis, faut pas rogner sa carrière. Faut pas abandonner sa vie pro parce qu'on a des enfants. Et voilà. Donc, j'ai une fille. Elle est allée à la crèche au bout de 6 mois. Je l'ai allaitée pendant 11 mois. Et j'ai pris tous mes vendredis pour l'avoir avec moi, tu vois. Et en fait, c'est là où ça te rebat aussi les cartes entre la théorie et la pratique. Et tu te dis, mais en fait... C'est des choses que tu peux pas vraiment anticiper. Tu peux pas anticiper. Tu sais pas comment tu réagiras le jour où tu auras ton bébé dans les bras. T'as beau te dire ça avant, au final... Et puis comment ça se passe, tu vois, genre sur l'allaitement, en fait, moi, il y a tellement de fois où je me dis, en fait, j'ai pu faire ça parce que je suis indépendante et pas salariée. Bien sûr. Et parce que ça s'est très bien passé et tout. Donc, si tu veux, c'était pas... Voilà, j'avais pas des idées arrêtées. Mais c'est vrai que c'est une expérience, je trouve, qui te force à l'humilité. Bien sûr. Parce que il y a la théorie et ce que tu ressens et ce dont... Et donc, il faut être assez cool. Et moi, je trouve ça... Franchement... je pensais pas que ça me plairait autant. Genre, je trouve que c'est de l'émerveillement. Enfin, tu vois, évidemment que... On entend parler du postpartum et des difficultés, des inégalités domestiques et dans le couple et du baby clash et que c'est très très important de parler de ça. Et c'est une réalité. Et c'est très important de parler de tout ça. Mais moi, si tu veux, j'ai eu un truc de, en fait, l'émerveillement, tout qui redevient une première fois, la tendresse et l'amour que tu as. Enfin, ta journée commence bien, ta journée finit bien. Et c'est tous les jours. Voilà. Après, il y a toujours des difficultés, bien évidemment. Voilà. Mais justement, qu'est-ce que la parentalité a transformé en profondeur dans ta vie quotidienne et aussi dans ton couple ? Ce que ça a transformé. Je sais pas, c'est compliqué de synthétiser. Déjà, énormément de douceur. Je trouve énormément de douceur au quotidien. Voilà, même s'il y a évidemment, moi je suis quelqu'un qui ressent aussi de la colère et c'est pour ça que j'écris des livres, des choses qui me mettent en colère, voilà. Mais du coup, ça t'apaise, ça te fait relativiser plein de choses et que le mot et ça te force aussi à décrocher. Bien sûr. C'est-à-dire que le moment où ta fille se lève et tu l'amènes à la crèche, en plus moi je l'amenais hyper tard à la crèche parce que tu vois, je me disais, je peux avoir le privilège de ne pas être dans un temps speed avec elle le matin où vite, on met le manteau, on met le truc, on a une demi-heure avant de foncer à la crèche. Tu vois, non, moi je peux profiter et pareil en fin de journée. Et en fait, c'est pas un temps où tu peux penser à ton travail, tu es vraiment dans le truc avec elle et du coup ça ramène énormément de douceur, ça te fait relativiser, ça rebat les cartes aussi de la façon dont tu vois ton activité pro, sans pour autant que ce soit... Moi, mon temps de travail s'est réduit, indéniablement, mais c'est pas pour ça que j'ai moins gagné ma vie ou que en fait, j'étais plus efficace. J'ai tendance énormément à procrastiner. Et voilà. Là, tu n'as plus le choix. Voilà, là, tu dis, en fait, là, j'ai c'est une vraie compétence qu'on acquiert avec les enfants. Voilà. Faut être concentré, tu vas plus à l'essentiel. Par contre, il y a des choses que je fais moins bien. Tu vois, je suis toujours très en retard quand même de répondre aux mails et tout. Je suis pas hyper bien organisée. Mais la première année, tu vois, j'ai fait du management par l'urgence. Et en fait, ça a tenu comme ça. Donc, ça te force à prioriser et tout. À pas te mettre non plus 10 000 choses en même temps. Et après, dans le couple, bon... c'est pas toujours facile, quoi. Tu vois, t'as un peu de baby clash quand même par-dessus. Mais et d'un côté, c'est super de découvrir ton partenaire autrement. Bien sûr. Parce que tu le vois être un parent et vraiment... C'est une facette que tu ne connais pas avant. C'est une facette et que tu sais pas comment ça va... Sûr. Voilà, pareil, une incertitude absolue, même quand c'est quelqu'un avec qui tu es depuis très longtemps.
tu Bien sais, sûr, tu sais connais pas, pas il y dans a ce toujours rôle-là. une part de Ouais. surprise. Et vraiment, je trouve que c'est, je sais pas, moi, quand je vois notre fille et qu'elle est tellement, tu vois, une petite personne à part entière avec son caractère, et je me dis, mais c'est un mélange de nous. Genre, tu vois, j'ai l'impression de pas encore le réaliser. Et à chaque fois, je suis émerveillée de me dire, putain, mais c'est quand même fou, quoi. C'est quand même fou et c'est merveilleux. Et tu sais, je lui dis, mais tu te rends compte, c'est notre fille, quoi. Enfin, c'est tu vois, donc c'est un vraiment peu la même, ouais. Ouais, voilà, c'est vraiment cool. Donc après, L'émerveillement est régulier, quoi. ouais, l'émerveillement est régulier. Mais voilà, mais aussi parce que je pense que je peux avoir du fait de la flexibilité de mon activité, je peux avoir cette disponibilité-là. Et c'est ça où aussi la parentalité par rapport au travail, tu vois, je réalise parfois combien je peux avoir ce plaisir et cet émerveillement parce que je suis pas hyper speed, je suis pas en manque de sommeil, je sais pas, bon, évidemment j'ai des cernes, tu vois, mais voilà, comme n'importe quel parent qui se respecte. S'il te plaît. Quand même. Mais j'ai cette disponibilité-là. Et tu vois, quand je me dis, mais des personnes salariées qui rentrent chez elles à 19h, leur enfant se couche à 19h45, qui ont 45 minutes, qui sont dans des plus de stress, je me dis, ouais, en fait, on pense souvent à ce que la parentalité fait au travail, fait à nos carrières. Et là, et c'est un peu ce que j'essaie d'aborder, notamment dans le nouvel essai, dans Les Méritantes, c'est qu'est-ce que notre façon de travailler fait à notre parentalité. Bien sûr. Tu vois, et comment ça impacte nos interactions en famille, quoi. Et moi, voilà, c'est vrai que alors que, tu vois, j'étais plutôt dans le truc avant, faut pas s'arrêter de travailler, la carrière, faut pas Et tu dis, ouais, mais en fait, c'est une injonction de dire faut déléguer, faut pas être aux petits soins pour ses enfants, enfin faut pas être, enfin je caricature, tu vois, mais dans l'idée de se calquer sur un modèle masculin de hyper disponibilité pour la carrière, de la carrière avant tout, oui, mais en fait pourquoi on devrait faire des sacrifices familiaux et du coup tu vois, enfin ce dilemme de carrière ou famille, c'est hyper injuste. On peut être à des postes à responsabilité, être très investi, avoir une carrière épanouie, tout en finissant à 17h. Tu vois, pourquoi c'est pas possible et c'est là où la façon dont on va sélectionner les profils, dont on va valoriser les gens en entreprise, elle n'est pas faite au nom des résultats et du bon travail, elle est faite selon d'autres critères qui vont favoriser les hommes d'hyper disponibilité et de paraître. Enfin bref, je vais m'arrêter là. Non, mais bien sûr, mais ça c'est une question que j'avais, puisque est-ce que toi, le fait de justement devenir maman, ça t'a fait revoir ta façon de voir la réussite, tes priorités, tes ambitions. Oui. Ça, c'est des choses, ça bouge des choses en toi, quoi. Alors, il y a des choses qui n'ont pas changé. Enfin, tu vois, je fais toujours le même type de travail, je fais toujours les mêmes sujets. Ça a changé ma façon de m'organiser. Ça a quand même, évidemment, que cette expérience-là s'est ajoutée aux interviews, aux témoignages de femmes que je recueille pour écrire un livre. Voilà. Mais après, j'ai pas... Tu vois, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit maintenant que tu as eu un enfant, du coup, tu vas faire un essai sur la maternité, tu vois. Bah non, en fait. J'ai l'impression que je n'ai rien à dire de plus intéressant tu vois, que tout ce qui s'est déjà dit, parce que moi, ce que j'aurais à dire de la maternité, c'est, tu vois, cette espèce de truc de c'est génial, l'émerveillement, tu vois, qui peut être un peu, même un peu saoulant, tu vois, pour certaines personnes, ou pas forcément neuf. Par contre, ça a impacté mon regard, en effet, sur le travail, sur à quel point... à quel point notre mode de travail et notre rapport au travail ne donne pas la place suffisante. Ne donne pas, tu vois, et un truc tout bête. Enfin, j'en avais déjà conscience parce que je faisais des interviews de femmes et que j'entendais ça, mais là, c'est vrai que de le vivre, ça ajoute un truc supplémentaire. Et surtout d'être indépendante, il n'y a pas une semaine où je me dis pas, mais comment on aurait fait si on avait été tous les deux salariés. Tu vois, c'est genre l'hiver...
Bien sûr. Les premiers hivers. Ça amène une flexibilité qui est indéniable et qui facilite, j'imagine, le quotidien. Oui. Même si ça reste compliqué. Oui, voilà. En fait, c'est sûr, ça qui est paradoxal. C'est que si tu veux, en même temps, je peux râler de c'est plus moi qui vais la chercher à la crèche. Quand elle est malade, c'est plus moi qui. Non, j'ai l'impression d'être la variable d'ajustement que j'avais prédit que je serais. Ouais. Et en même temps, j'ai pas envie de l'amener plutôt à la crèche, j'ai pas envie d'aller la chercher plus tard. C'est une espèce de paradoxe. J'ai pas envie, voilà. Ouais. Et c'est juste que tu te dis, bah oui, mais pourquoi est-ce que je suis la seule à avoir autant de flexibilité ? Et encore, mon conjoint, il en a eu, tu vois, voilà. Ouais. Et encore, mon conjoint, il en a eu. Lui, il s'est arrêté 6 mois de travail après la naissance, tu vois, ce qui est quand même un truc chouette. Pas très fréquent en France, mais qui, pareil, voilà. Voilà. Donc, c'était un choix de sa part, c'était pas un congé parental, tu vois, c'était des congés qu'il avait accumulés. On rentrait de l'étranger, donc tu avais des congés obligatoires à poser. Et, tu vois, c'est arrivé. On a été à l'étranger pendant 7 ans. On rentre en France parce que je suis enceinte et que je vais accoucher, tu vois, et qu'on voulait donc, pas. C'est les circonstances, voilà. c'est un peu le timing les circonstances qui ont fait que. Voilà, si on a un deuxième enfant aujourd'hui en France, je suis pas sûre qu'il pose 6 mois, tu vois. Donc voilà, mais ça a été super parce qu'on était tous les deux là, très impliqués et tout aussi. Donc voilà, donc il a quand même eu de la flexibilité. Ça a aidé, quoi. Oui, voilà. Et même aujourd'hui, tu vois. Après, parfois, il est en horaire décalé, donc voilà, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Enfin, même des fois, oui. En fait, c'est presque mieux parce que quand t'es en horaire décalé, il peut l'amener le matin à la crèche ou aller la chercher le soir, tu vois, selon qui commence tôt ou tard. Tandis que quand tu fais 9h-18h, tu peux pas. Tu peux pas faire ça, bien sûr. Tu peux pas. Donc voilà. Ouais. Donc, bon, mais du coup, c'est paradoxal entre cette flexibilité qui te donne du plaisir et en même temps le fait que tu portes plus de charge. Voilà, mais c'est pas. Moi, je me dis pas, du coup, il est de notre ressort de faire d'autres choix. Mais tu dis, en fait, c'est le monde du travail aussi qui fait d'une certaine manière, qui fait que ce privilège-là devient aussi un poids. Bien sûr. Entre guillemets. Enfin, oui, tu dois effectivement balancer, contrebalancer des fois. Mais ça reste quand même un choix de ta part. Mais bien sûr. Bien sûr. C'est un peu le paradoxe parental qu'on vit. Je pense. Oui, mais on est renvoyé à ça aussi, par les normes, tu vois, voilà, alors qu'en fait, ça devrait être effectivement dans l'autre sens. Ouais. Donc toi, dans ton travail, tu analyses beaucoup toutes les injonctions qui pèsent sur les femmes. Et donc, j'aimerais bien qu'on parle effectivement plus du mythe de la Wonder Woman, comme on a dit, celle qui est celle toujours disponible, celle qui fait tout. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, c'est quoi pour toi le mythe de la Wonder Woman et comment ça se manifeste finalement au quotidien? Le mythe de la Wonder Woman, c'est ce qu'on a agité sous le nez des femmes pour leur dire qu'elles pouvaient tout avoir. Qu'elles pouvaient avoir une vie de famille épanouie, une carrière épanouie, et qu'en fait, on a fait de l'égalité un enjeu de performance individuelle au lieu d'en faire un principe tu vois, de société, un principe politique. Donc, le mythe de la Wonder Woman, c'est tu peux tout avoir si tu t'organises bien et si tu fais tout toute seule. Donc, sors ta to-do list, mets ta ceinture et on y va. Et prends un coussin pour crier fort dedans à la fin de la journée. Donc, ça dépolitise complètement, pour moi, le sujet de l'égalité professionnelle, de l'égalité dans la sphère privée. C'est, voilà, j'ai envie de tout avoir, il faut bien m'organiser, je vais avoir une double, voire une triple journée, et je vais devenir l'ordinateur central de la maison. Au travail, ne pas en parler, ne rien laisser apparaître, tu vois, de toutes le poids de la conciliation. Sourire, ne pas broncher, parce qu'on a appris au travail qu'on était là depuis pas très longtemps, alors qu'en fait les femmes ont toujours travaillé, donc ça c'est un grand mensonge, mais que voilà, on est un peu les invités. Moi je dis, il y a un peu aussi ce mythe des débutantes où soi-disant on travaille depuis pas très longtemps, on a de la chance parce que en Afghanistan elles n'ont pas le droit de travailler, tu vois, comme ça, enfin tu vois, quand tu te plains un peu, quand tu remets en question les droits
Mm. qu'on a en tant que femme en France. On te dit, mais c'est pire ailleurs, quoi. Ouais, donc, en gros, vous plaignez pas. On te dit toujours, c'est pire ailleurs. Non. Donc, t'as le droit de travailler. Ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère avait pas forcément ce choix-là. T'as le droit d'avoir un compte en banque. Voilà. Donc, souris, dis merci. Prends ton carton d'invitation. Tu viens. Mais t'es pas là pour dire que, tu vois, les règles sont injustes ou que, voilà. C'est un peu love it or leave it, tu vois. T'es là, mais il y a pas d'entre-deux, quoi. Non, en fait, donc... et le modèle de référence classique dans le monde du travail, c'est un homme qui n'a pas de charge domestique et parentale, qui doit être disponible pour sa carrière, qui doit savoir se mettre en avant, qui doit avoir le temps de réseauter, qui doit plaire à son chef et qui ne parle pas de ses problèmes personnels. Donc quand t'es une femme qui arrive dans le monde du travail ou tu vois, ou en retour de congé maternité, tu dis, moi, il faut que je fasse tapisserie. Il ne faut pas que je montre pas faire de vagues, ma différence de femmes, voilà, et de toutes, enfin de femmes, c'est pas des différences naturelles, tu vois, mais voilà, toutes les inégalités systémiques qu'on porte, faut pas les manifester parce que sinon, je vais venir confirmer le stigmate, le stéréotype de femme égale compliquée au travail. Donc il est de mon ressort de ne pas déranger, rester calme dans toute situation. Donc en fait, il y a une charge, tu vois, la Wonder Woman, je trouve c'est une charge à la fois domestique et parentale de tout gérer. Parce que c'est dans les deux sphères, personnelles et professionnelles. Voilà. Et tu as une charge mentale au travail de faire comme si de rien n'était. Et qui commence même au premier trimestre de grossesse. Tu vois, qui commence avant, mais par rapport à la parentalité, tu vois, t'as quand même ce truc fou. C'est un moment où t'as peur de faire une fausse couche, t'as potentiellement des nausées, enfin potentiellement dans la majorité des cas, un gros besoin de sommeil, ton corps est éprouvé et t'es censé aller au travail, avoir des transports, faire des trajets de transport qui peuvent être longs, fatigants, rester debout dans le métro et tout, aller très tôt ou très tard selon tes horaires, faire comme si de rien n'était au travail, être disponible et voilà. Et après en fait ça s'applique à plein d'autres dimensions, je trouve, de la vie des femmes et notamment de leur corps. Moi, je trouve que la santé des femmes au travail, c'est un angle mort, tu vois. Il y a des choses que les hommes ne connaîtront pas et qui font que, avoir ses règles, potentiellement mal. Potentiellement de l'endométriose, d'avoir des urgences gynécologiques. Et ma mère, j'ai une boule au sein, il faut aller la faire vérifier, il faut que je prenne un rendez-vous rapidement. Ah, tu pars à 16h, t'as pris ta journée. Voilà, donc ok. Des interruptions de grossesse, la ménopause, parcours PMA. Le parcours PMA aussi. Qui est hyper... Qui est de plus en plus fréquent par les problèmes de fertilité. Et même si en entreprise, t'as des mesures justement pour, tu vois, faciliter le parcours PMA et tout, il y a plein de femmes qui n'osent pas le dire, l'annoncer quand même. Dans la majorité, il n'y a rien. Et comme tu dis, après, il y a cette crainte aussi d'annoncer parce que tu es stigmatisée. Et même quand tu as des dispositions pour te donner de la flexibilité, pour aller faire tes examens, tu vois, parce que tu as quand même un suivi très compliqué, millimétré, chronométré selon les jours et tout. Même quand il y a ça, il y a plein de femmes qui n'osent pas le dire ouvertement et en profiter parce qu'elles ont peur du stigmate. Fausse couche, j'aime pas le terme. Et voilà, mais bien sûr. Condamne, mais... Et il y a ça aussi. Il y a des conséquences, c'est long. Donc en fait, et t'as la ménopause aussi. Et voilà. Et en fait, tu te dis dans tous ces événements de la vie corporelle d'une femme au travail, on doit le cacher. On doit prendre sur nous. Donc, on doit prendre sur nous la douleur, les difficultés, les stress de rendez-vous et tout, parce qu'il n'y a pas assez de flexibilité dans le monde du travail pour ça. Et quand tu parles de ça, on te dit oui, mais on ne peut pas faire des congés pour tout, le congé menstruel, machin. Sinon, c'est du favoritisme et puis plus personne ne vient travailler. Alors qu'en fait, déjà, tu n'es pas obligé de mettre des congés pour tout. Tu peux faire plus de flexibilité sans demander aux femmes de rentrer chez elles. Tu vois, c'est quand même dire si on a
C'est adapté dans ce genre de situation, voilà. dans ces périodes. C'est comme si, du coup, la manière de travailler. Si t'es pas un homme, vraiment, tu peux pas travailler, rentre chez toi. Ouais. Bah non, en fait, on pourrait faire plus de flexibilité. Et puis, tu vois, c'est quand même assez... assez fou, quoi. Je trouve ce que ça dit. Et en fait, moi, je me suis dit, en écrivant le livre, je me suis dit, mais en fait, le meilleur endroit pour vivre tout ça au travail, c'est les toilettes, quoi. Ouais. Où tu pleures, où tu vomis, où tu peux avoir mal sans que tes collègues le voient. Tu vois, c'est quand même terrible, quoi. Ce que ça nous dit. Oui, bien sûr. Ouais, voilà. Ce que ça nous dit du monde du travail aussi. Enfin bref, j'ai fait une grosse digression sur la santé. Mais le mythe de la Wonder Woman, ça fait partie de cette charge-là. Je trouve, de te dire, je vais montrer patte blanche au travail, faire comme si j'étais un mec, parce que c'est ça, si tu veux, qu'on nous a dit de faire dans tout le discours de l'égalité professionnelle. C'est oser, soyez ambitieuse, prenez les postes à responsabilité. Oh zut, il n'y a pas de femmes qui postulent, mais pourquoi agir comme des hommes, quoi. Ouais, voilà. Et même, tu vois, quand il y a des sondages sur... il y avait notamment... un sondage là-dessus où la majorité des femmes font passer leur vie privée avant leur carrière. Et tu vois, la réflexion mainstream, tu vois, la réaction typique qu'on a par rapport à ça, c'est de dire « Ah zut, elles font encore passer leur gamin avant leur carrière. » Mais, je sais pas, quand tu as des enfants, t'en es responsable. Donc, voilà, et si tu as voulu une vie de famille, après, il y a plein de façons, tu vois, Bien sûr. moi, je te dis, j'aime aller chercher ma fille avant 18h à la crèche, et j'avais une mère qui rentrait tard le soir, et j'en ai pas souffert non plus. Donc, il y a plein de façons de faire différentes. Mais il faut avoir le choix, tu vois. Mais voilà, je trouve que le truc de soyez ambitieuse, faites comme les hommes, voilà, c'est vraiment... Et pourquoi tu penses que ce mythe, il est quand même bien installé ? Parce que c'est vrai que... Alors, moi, j'ai quand même l'impression qu'il date quand même depuis assez longtemps. Dans les années 90, alors on n'appelait pas ça forcément la Wonder Woman, mais t'avais la working girl, etc. Voilà, working girl, mais si tu fais pas d'enfant, t'as un peu raté ta vie, quoi. Voilà, donc, tu comprends que... C'est des espèces d'injonctions contradictoires permanentes. Absolument, quoi. absolument. Ouais. Et pourquoi c'est ancré ? Parce que il n'y a pas assez de changements politiques sur ces questions-là, sur tu vois, les inégalités systémiques qu'on subit. Et donc, en fait, on a fait, je trouve, de la question de l'égalité un enjeu de performance. Où tu as le droit de travailler, vas-y, montre-nous que tu es aussi ambitieuse qu'un homme. Mais sans regarder que les femmes, elles font 72% des tâches domestiques et parentales, qu'elles amènent 3 fois plus que les pères, les enfants, à l'école, de les amener, d'aller les chercher. Moi, il y a un chiffre qui m'a fait halluciner, c'est que tu as moins d'un père sur 2 qui garde seul son enfant 1 heure dans la semaine. C'est 12 heures pour les mères. Tu vois. Donc, quand tu dis aux femmes, soyez ambitieuses, prenez les postes à responsabilité, montrez que, tu vois, t'es là, oui, mais... C'est oublier une réalité. C'est oublier, en fait, ça. Et du coup, de dire, pour réussir au travail, il faut déléguer à des nounous. Il faut, tu vois, ne pas montrer sa différence, ne pas montrer toutes les inégalités qu'on subit, ne pas parler du sexisme, de cette culture du travail-là. C'est, voilà, tu vois, leur faire porter la charge de l'égalité. Et moi, je fais du coaching, je suis coach, je trouve ça formidable de faire du coaching, mais si tu veux, il me manquait un discours pour balancer le truc où l'égalité, c'est pas une question de développement personnel. Non. Ça peut pas être, on peut pas faire reposer sur les seules épaules des femmes ça. Mais on est encore, et le mythe de la Wonder Woman renforce ça, dans cette illusion d'égalité que quand on veut, on peut, et il ne dépend que de toi, de tout avoir. Mais il faut bien s'organiser, quoi. Et t'es là, oui, mais du coup, ça mène à quoi ? Ça mène à un burn-out généralisé, tu vois, à une question d'organisation, alors qu'en fait, c'est bien plus large que ça. Ouais. Et même, tu vois, le sujet de la conciliation, vie privée, vie pro, en entreprise, moi, tu vois, j'ai du mal, par exemple, parce que j'interviens en entreprise, je fais des ateliers de coaching, je fais des conférences sur les syndromes qui limitent la carrière des femmes et tout. Mais tu vois, la conciliation, c'est un sujet que j'ai du mal à aborder
en mode coaching, en mode, parce que je trouve que c'est trop politique. Après, je sais qu'il y a des façons de l'aborder, et de le faire et de le réfléchir, mais très, très, très efficace. Mais moi, en tout cas, je suis moins à l'aise avec ça. Et je trouve que c'est plutôt un sujet de politique RH, que tu vois, c'est plus systémique que faire un atelier sur la conciliation vie privée, vie pro. Et vite, tu tombes sur les trucs de prioriser, essayer de répartir, déléguer, to-do list. C'est bien plus profond que ça. Mais là, on en revient toujours à une question d'organisation, alors que c'est bien plus large que ça. Bien sûr. Et moi, je trouve qu'on manque aussi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais de rôle modèle un peu sur ces sujets-là. Qu'il y ait des gens qui montrent que c'est possible, que tu peux avoir cette flexibilité-là entre ta carrière professionnelle et ta carrière... je trouve que tu as eu ta carrière pro et ta vie personnelle. Et ta carrière personnelle. J'allais dire ta carrière personnelle. Mais limite, en fait, des fois, tu te dis qu'il y a des choses que tu dois programmer. On en revient un peu à ça, à cette espèce d'organisation et de mythe de Wonder Woman que tu as dans la tête. Donc non, pas la carrière personnelle, mais ta vie personnelle. Et c'est vrai que tu en vois... peu en fait ou pas assez en tout cas je trouve. Enfin, c'est mon je trouve que les modèles que tu as de femmes qui ont réussi des femmes qui ont réussi dans le sens classique de la réussite, de haut poste, responsabilité et tout, c'est des femmes qui ont suivi un modèle quand même masculin, donc qui ont délégué. Tu vois, t'as quand même ce truc de à qui tu vas refourguer tes enfants. Mais bien sûr. Voilà. Qui ont appris à faire de l'autopromotion, qui ont appris, tu vois, à se mettre en avant, qui ont suivi les codes. Et c'est absolument compréhensible. Je dis pas du tout ça en mode les traites, tu vois, pas du tout. Mais je trouve que tu mets le doigt sur quelque chose parce que c'est de se dire qu'ils ont réussi. Mais c'est un peu la définition de la réussite. C'est-à-dire que là, on se met dans un mode entreprise en disant j'ai réussi, je suis arrivée à tel poste dans la hiérarchie, etc. Mais je parle même juste qu'est-ce qu'on entend derrière j'ai réussi quoi en fait, tu vois, la définition classique de la réussite, c'est celle-ci, je grimpe les mais échelons, c'est d'avoir des choses où te dire tu peux t'épanouir aussi autrement, et c'est pas toujours courir à l'étape d'après dans ta carrière professionnelle. Mais il y a le livre de Céline Alix qui parle de ça, Merci mais non merci, où elle raconte des femmes qui étaient dans des secteurs de carrière, tu vois, avocat, grand cabinet, très où fallait jouer le jeu, des gros horaires, de l'afterwork, où t'entends des réunions à rallonge où il se passe rien, mais on a l'impression qu'on fait des choses et tout, et qui disent en fait moi ras-le-bol quoi, je vais pas tu vois, faire trop de sacrifices, en fait, puis juste c'est pas intellectuellement à la hauteur de ce que j'espérais, et que du coup merci, elles disent merci mais non merci, et elles travaillent autrement, elles font autre chose, mais si tu veux, quand tu as cette prise de conscience et cette déception où tu vas chercher ailleurs si l'herbe est plus verte, mais c'est quand même difficile à trouver. Et moi, tu vois, ça aussi, c'est une limite parfois dans le coaching que je trouve un peu... tu vois, quand tu as des femmes qui disent qu'elles subissent des discriminations, qu'elles se sentent pas reconnues à leur juste valeur, que l'annonce de leur grossesse ou leur retour de congé maternité s'est pas bien passé. Bon voilà, de toute façon, très rapidement, tu dis là, les valeurs de l'entreprise ne collent pas avec vos valeurs, ça ne correspond pas à l'équilibre que vous souhaitez dans votre vie, vous n'avez pas envie de vous suradapter et de moins être disponible dans votre vie de famille, donc il faut aller chercher ailleurs. Mais est-ce que ça existe, tu vois, ce ailleurs, cet endroit où c'est plus facile? Il y a des secteurs, il y a des entreprises, oui, mais parfois c'est rare. Et du coup, sinon, qu'est-ce qu'elles font? Elles deviennent indépendantes. Et elles montent leur société, où elles deviennent auto-entrepreneuses. Mais comme tu dis, ça rabat les cartes, et souvent c'est des moments de prise de conscience, et tu te bien dis sûr. C'est des moments pivots en fait dans ta vie. Et il y a des femmes qui disent avoir un enfant, ça m'a fait gagner du temps, parce que je me suis rendu compte que à long terme ici, ça n'allait pas le faire pour moi. Donc tu as différentes stratégies, différentes options, mais après l'option de l'indépendance, de l'auto-entreprise, ou tu vois, de monter sa boîte, c'est quand même de la précarité économique. Bien sûr. Tu vois, parce que tu fais, parce que c'est dur, parce que souvent c'est parfois difficile c'est plus difficile d'obtenir des prêts quand tu es une femme, c'est plus difficile d'être soutenue par son entourage aussi. Moi, je trouve qu'il y a un truc où, tu vois, autant le travail des hommes, parce que c'est
un truc tellement important dans leur identité d'homme, c'est un vecteur de bonne masculinité, tu vois, où eux, ils se réalisent pas. T'enlèves le travail à un homme, t'as l'impression que, tu vois, il vaut plus rien. Là où nous, on peut se construire sur plus de choses différentes. Mais que du coup, le travail d'un homme va être une cause familiale. Tu vois, on lui propose une promotion, il a des déplacements à faire, vas-y, on va s'organiser, ça va le faire. Là où je trouve que le travail d'une femme, sa carrière, est rarement, trop peu souvent, une cause familiale. Ça va être, on te propose plus de responsabilités, ou plus, voilà, il y a besoin de faire plus de trajets, ou il y a besoin de plus s'investir, ben, vas-y, mais bon, c'est à toi. Ouais. Tu sais que la charge... la fatigue, ça va être à toi de le gérer. T'assumes ton choix, tu vois. Mais est-ce que t'as du soutien de ton entourage, et pas que le conjoint, tu vois, mais globalement de l'entourage, où ça va être, t'as choisi, t'assumes. Ouais, bien sûr. Et tu viens pas pleurer derrière, tu vois. Et donc, je trouve que c'est quand même aussi... Ça te met des freins inconscients. Voilà. Et donc, quand tu montes ton entreprise ou ta société et tout, alors c'est une grande liberté, et enfin, tu vois... Moi-même, bien sûr. Non, mais après, comme tu dis, c'est en une tant précarité qu'indépendante, économique, j'adore, mais t'as pas de sécurité, quoi. Voilà, selon ce que tu fais, selon voilà les tendances politiques aussi du moment, le cadre économique, ça peut être vraiment précarisant pour les femmes, mais on le masque un peu sous ce truc de c'est génial, t'es ta propre boss, CEO de toi-même. Ok, donc tu as l'impression de sauver un peu la face par rapport à ce truc de conjuguer parentalité et travail. Parce que c'est ça aussi, si tu veux, c'est que les injonctions contradictoires, elles sont très fortes là-dessus. C'est que si tu sacrifies rien à ta carrière, que tu délègues, on va dire, ouais, mais quand même, elle n'est pas trop là pour ses enfants. Et en même temps, si tu passes à 80%, si tu changes ton activité, si tu changes de boulot, on va dire, bah ça y est, elle a lâché la rampe, tu vois. Enfin, t'as cette culpabilité, la culpabilité à tous les étages. Et que du coup, si tu adaptes, si tu sors du parcours type de carrière au masculin, gros horaires, gros trucs et tout, bah voilà. Bah voilà, les femmes, vous voyez, elles postulent pas au poste à responsabilité, elles sont pas assez ambitieuses, elles osent pas, elles font passer leur vie privée avant, c'est dommage. Ouais, mais du coup, en fait, on peut jamais... jamais gagner, tu vois, on peut jamais gagner. Et c'est... Voilà, donc, le truc de pas lâcher la rampe, devenir indépendante, devenir, tu vois, monter sa société et tout, même si tu gagnes très peu d'argent, il y a un côté un peu, tu sauves la face de, ouais, mais... je suis PDG, tu vois. On est encore dans la représentation et le regard de l'autre. T'es encore dans la représentation, quoi, voilà. Ouais. Alors qu'en fait, économiquement, derrière, c'est quand même, tu vois, c'est injuste, quoi. Et pourquoi tu penses que ce mythe de la Wonder Woman touche plus les femmes que les hommes? Ils sont où les Wonder Woman? Ça devrait exister, mais eux, c'est pas un enjeu pour eux. Mais pourquoi? Parce qu'on les attend pas au tournant sur ces sujets-là de concilier, parce que comme ce que je te disais, la masculinité, elle vient se forger, se valider, se renforcer dans le travail. Un homme qui pose un congé parental, aux yeux de la société, c'est un mec qui perd de la valeur. Il va changer des couches, mais c'est un peu plus un truc de femme, tu vois. Pourquoi c'est pas un homme, c'est pas vraiment ce qu'il fait. Tu vois que le congé paternité, il peut aller jusqu'à 28 jours, ce qui est quand même peu. Enfin, tu vois. Puis il est souvent pris en plusieurs fois, donc au final, voilà. Et ça passe comme des vacances un peu inaperçues, quoi. Et t'as que 76% des pères qui le prennent entièrement. Donc le peu qu'ils ont, tu vois, auxquels ils ont droit légalement, voilà, tu vois, ils le prennent même pas entièrement. Et le congé parental, donc que tu peux prendre, voilà, quand ton congé maternité ou paternité est terminé, mais que tu as envie de garder ton enfant toi-même ou que tu n'as pas de place en crèche, situation quand même assez classique, vu qu'il manque 230 000 places en crèche pour répondre aux besoins immédiats, tu vois, donc c'est 230 000 enfants qui auraient besoin maintenant, quoi. Voilà, besoin, voilà. C'est pas les futurs, c'est voilà. Maintenant. Donc quand tu dois prendre ce congé parental qui est rémunéré 400 € par mois, c'est les femmes qui le prennent, parce que dans 75% des couples, c'est elles qui gagnent le moins, et que la maternité
maternité, notre vision de la maternité fait que c'est plutôt à elle de le prendre, et que du coup c'est 94% des congés parentaux qui sont pris par les femmes. Et donc là, précarité économique pour elles. Et les hommes, on va pas les attendre sur ce terrain-là. Ouais. Tu vois, donc eux, être un Wonder Man, tu vois, t'as l'impression que quand ils s'impliquent plus, c'est du bonus. Tu vois, c'est il fait ça en plus, tu vois. Je veux dire, un homme qui va prendre un jour de télétravail ou qui va partir un peu plus tôt pour aller chercher son enfant, c'est formidable. Les femmes, t'as de la chance. Ouais, t'as de la chance, évidemment. Bravo, il t'aide. Génial, merci. Mais c'est formidable quand ça reste quelque chose d'exceptionnel et minoritaire, tu vois. Un jour de télétravail, une fois dans la semaine, il va chercher son gamin. Bravo. Par contre, si c'est tous les jours, là, tu vois, c'est-à-dire que tu trempes un orteil, c'est génial, quel homme formidable. Par contre, s'il veut mettre les 2 pieds dedans, tu vois, là, c'est plus compliqué. Il va avoir un coup un peu réputationnel de... il n'est pas très impliqué, lui aussi. Ou il n'est pas assez ambitieux pour un homme. Ou, tu vois, ça lui ôte un peu des crédits de masculinité. Et là-dessus, il y a le livre de Aude Rivoal, donc, qui est sociologue, qui a écrit La fabrique des masculinités au travail, qui montre, tu vois, à quel point le travail, c'est vraiment le pilier fondateur de la bonne masculinité. Tu vois, alors, ta virilité, masculinité, voilà, mais comment est-ce que tu viens être validé aux yeux de la société quand tu es un homme, c'est par le travail. Mais pas si tu concilies ou tu es un bon père, ou, et, tu vois, là on parle beaucoup de la parentalité, parce que c'est le sujet. Ouais, c'est ton sujet. Mais même au-delà de ça, tout ce qui est important, qui nourrit le bien commun, qui est essentiel à la société. T'as pas que la gestion de l'enfance, t'as les danses, d'apporter du soutien aux personnes âgées autour de toi, enfin âgées ou personnes dépendantes, toutes les activités associatives, bénévoles, militantes, tu vois, qui sont portées majoritairement par des femmes. Le travail gratuit qui est essentiel à notre société, il est fait, tu vois, par des femmes. Et notre façon de considérer le temps au travail ignore complètement les autres dimensions de notre vie. Alors que on pourrait même se dire, oui, mais du coup, c'est quoi le travail, en fait ? Si le travail, c'est ce qui produit de la valeur, la gestion de la petite enfance, les danses, toutes les activités associatives, bénévoles, tu vois, moi, ce que j'appelle le travail démocratique aussi, de militer, de faire des rapports, la politique, c'est pas que les députés et les ministres, si tu veux, il y a tout un socle de militants qui font remonter des sujets de façon bénévole sur leur temps personnel et tout, et qui n'est pas valorisé. Et en fait, toutes ces activités-là produisent de la valeur pour notre société. Mais on ne dit pas que c'est du travail. Tu vois, on dit que c'est des choix personnels. Tout à fait. Voilà, et que le travail, c'est ce qui doit être central, c'est ce qui est rémunéré, c'est ce qui te donne accès à un bulletin de salaire et qui produit une valeur. Et au travail, qu'est-ce qu'on valorise comme activité ? Ce qui produit de la valeur marchande, tu vois, et qui se vend et tout. Même si ça pollue, même si ça va du coup dégrader certaines activités essentielles. Enfin, tu vois que les métiers majoritairement féminins qui sont les plus essentiels à la société, tout le soin, la petite enfance, tu vois, l'éducation et tout, ça n'est pas valorisé parce qu'on dit que ça produit pas de valeur, nanana, alors qu'en fait c'est des la base, fondamentaux, une structure essentielle de notre société et de notre mais et là-dessus, tu vois, t'as l'impression que les hommes, leur terrain de conquête, c'est le travail rémunéré. Parce que être un homme, un vrai homme, c'est ramener le plus d'argent au foyer, c'est être très investi dans sa carrière et pas forcément dans sa famille. Alors là, oui, tu as tout un discours sur les nouveaux pères, les pères s'impliquent plus. Oui, les pères s'impliquent plus, mais pas non plus. Et par rapport à quoi ? Plus par rapport à quoi ? Plus par rapport à avant, où on parle de très, très, très bas, tu vois. Donc, où c'était une toute petite minorité, tu vois. Mais voilà, enfin, 76% du congé... Enfin, congé maternité qui est pris que, tu vois, 76% par les hommes. Enfin, 76% des pères qui prennent la totalité de leur congé paternité, tu vois.
Enfin voilà, ce chiffre, tu vois, de... non, mais il est édifiant. Enfin, je veux dire, ça montre bien et du du lundi au vendredi, un père s'occupe en moyenne seul... Enfin, t'as moins d'un père sur deux qui s'occupe seul de son enfant 1 heure. Bien sûr. Mais c'est vrai que le sujet central dans ce sujet de la parentalité au travail, c'est effectivement le congé paternité. Enfin, à mon sens, c'est à partir du moment bien sûr. où, et ça je l'ai dit déjà dans plusieurs épisodes, mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y aura un vrai congé paternité, ça rabattra les cartes complètement. Un peu comme, on les cite toujours, mais en même temps, il n'y a que qui le font. Pour l'instant, c'est effectivement les pays du Nord, notamment la Suède, etc. Mais c'est vrai que quand l'homme s'absentera aussi pendant plusieurs mois d'affilée, l'absence des femmes passera inaperçue. Enfin, je veux dire, ce sera la même chose. Donc du coup, il y aura quand même beaucoup moins de sujets et ça veut dire que le papa, il sera impliqué dès les premiers jours avec l'enfant. Donc l'attachement sera différent. Lui aussi comprendra ce que c'est de s'occuper d'un enfant tout seul toute la journée. Enfin, mais tu gommes beaucoup de discrimination en entreprise, de dire on embauche une femme, elle va faire un gamin, elle va être absente pendant le congé mat, alors que franchement, enfin, les discours et les représentations 16 semaines, c'est pas non plus le bout du monde, voilà. Et ça, c'est un truc, tu vois aussi. Et on nous a dit faut trouver le bon moment. Parce que la Wonder Woman, elle trouve le bon moment pour tomber enceinte. Bah oui, rien de plus facile, tu vois. Il n'y a pas de bon moment. Toi, t'en parles souvent aussi. Ah ouais, moi, le bon moment, ça me rend... Alors, t'as le bon moment pour soi. Tu dis que c'est une injonction sexiste, voilà. Mais bien sûr, c'est la somme, tu vois, de tout ça. En fait, c'est très révélateur, je trouve, de la façon dont on a demandé aux femmes de se responsabiliser pour les inégalités qu'elles subissent. C'est-à-dire, tu sais que la maternité, c'est compliqué au travail, que ça peut être discriminant, donc c'est à toi... Développement personnel, c'est à toi de bien choisir le truc pour que ça ait le moins d'impact et déranger le moins possible ton entreprise. Bon, déjà, tu choisis pas forcément quand tu tombes enceinte. Enfin, tu vois, genre... Il y en a qui arrivent, mais la majorité, c'est compliqué quand même. Oui, mais c'est la roulette russe. Mais non, mais bien sûr. Tu n'as pas la maîtrise je rigole, de mais ça. j'ai eu les mêmes pensées, tu vois, et pourtant, tu essaies de lutter contre ça. Mais bien sûr, là, tu dis, je viens de commencer un boulot. Mais c'est pas possible, je peux pas tomber enceinte avant. Que si t'es en stage, en apprentissage, c'est pas le bon moment. Si t'es en CDD, c'est pas le bon moment. Si tu viens de signer un CDI, non, tu le refais à l'envers. C'est quand même, t'as bien calculé ton coût, tu vois. Enfin, tu sais, on dirait que t'as fait un truc horrible de trahison aussi, alors que... T'as quand même beaucoup d'hommes au travail qui ont des enfants, mais eux, c'est pas ça. Quand c'est un moment un peu de rush dans l'entreprise, tu dis non, là il y a des gros dossiers, c'est pas cool si je les lâche à ce moment-là. Juste avant une promotion, c'est pas le bon moment. Quand tu viens d'être promu, c'est pas le bon moment. Enfin, tu vois, en fait, voilà, tu dis entre 25 30 ans, c'est pas le bon moment. 30 ans, c'est le moment où ta carrière, elle va commencer, tu vois. Entre 30 et 40 ans, c'est là où tu peux monter des marches et tout. Bah oui, mais en fait, tu fais... Enfin, tu t'envoies pas le bon signal. Du coup, si tu fais un enfant à ce moment-là, oui, mais du coup, quoi... Enfin, ça n'est jamais le bon moment. Et en fait, faut le dire. Le bon moment, ça devrait être celui qui est bon pour toi. Et l'entreprise s'adapte. Parce que quand même, c'est pas... Enfin, tu vois, 16 semaines... 8 semaines obligatoires le congé maternité, jusqu'à 16 semaines si tu veux facultative. C'est pas la mer à boire à remplacer. Mais ça s'organise, enfin je veux dire. Et puis tu le sais avant. S'organise, et tu le sais avant. Donc t'as le temps et tu vois, c'est là où je trouve qu'il y a un truc de les femmes, elles s'excusent d'annoncer leur grossesse en entreprise en mode pardon, ça complique. Mais attends, Jean-Michel qui se casse la jambe, ou je dis souvent ça, ou qui part 6 mois en congé sabbatique, faire le tour du monde en voilier, personne ne le fait culpabiliser, tu vois. C'est genre bravo Michel, quel visionnaire, il fait du voilier, tu vois. Enfin voilà. Et toi, t'arrives avec ce truc de congé maternité, ou même quand tu t'es arrêté plus longtemps. Moi, il y a un truc qui me choque, c'est que tu vois, les soft skills qu'on n'arrête pas de dire c'est merveilleux, les soft skills en entreprise, c'est très important. Donc, c'est toutes ces compétences humaines, des compétences non techniques, donc l'empathie, la polyvalence, l'écoute, voilà, la bienveillance. Ok, t'as pas plus soft-skillée qu'une mère au foyer, entre guillemets. Enfin, tu vois, une femme qui revient d'un congé long où elle a dû gérer une charge familiale, où elle a dû gérer du budget, du planning, garder sa patience, son calme, écouter, être... Enfin, tu vois, puis comme tu disais, toi, l'organisation, tu vois, l'efficacité, parce que tu as un temps restreint, etc. Mais bien sûr, et voilà. Mais ça, quand une femme, elle s'arrête 2 ans, admettons, et qu'elle revient devant un recruteur, elle est gênée, tu vois. Elle dit, je sais pas... j'ai du mal à expliquer pourquoi. J'ai un trou, tu vois. Et on la regarde comme si elle avait rien fait, qu'elle était restée
passer étendue sur un canapé à regarder le plafond, tu vois, alors qu'en fait, elle a développé plein de compétences précieuses. Là où Jean-Michel, qui part faire du voilier pendant 6 mois, tu vas lui trouver 1 milliard de soft skills, tu vois, de leadership, tout ça. Enfin, il n'y a pas de audace, ambition. Il n'y a pas de souci. Et c'est là où tu vois que c'est quand même très... on nous fait encore penser que la maternité, enfin la parentalité pour les femmes, est un frein à la carrière et vient la fragiliser et est un risque. Alors qu'en fait, c'est notre façon de voir le fait que les femmes aient des enfants, tu vois, et les stéréotypes qu'on va calquer sur elles et ce qu'on va présupposer, qui est un frein à leur carrière, tu vois. Et parfois, ça se fait même dans la bienveillance. Tu vois, tu as des managers qui vont dire, là, elle revient de son congé maternité, je suppose qu'elle dort pas beaucoup, qu'elle est très fatiguée, c'est un moment de réajustement, je vais pas lui mettre les gros projets sur le dos, c'est pas cool. Donc c'est bienveillant. Mais le problème, c'est que tu demandes pas à la personne. Tu la laisses pas choisir. Tu pourrais lui dire, bon bah là, il y a ça, est-ce que ça t'intéresse, ça t'intéresse pas, comment tu le sens. Voilà, c'est une conversation. Au moment du retour, bien sûr. Et tu vois, enfin, bien sûr. Tu le sais, tu le sais bien par ton parcours. Il y a plein de managers qui ne sont pas formés bien sûr. au fait d'accueillir une annonce l'annonce d'une grossesse. C'est l'entretien, l'entretien obligatoire que tu es censé avoir en retour de congé maternité et tout. Donc je trouve que tu vois, c'est la loi, mais il y a une espèce d'ignorance, comme si tu vois c'était un sujet où du coup ça laisse vachement la place à l'appréciation personnelle du manager et à ses propres représentations. Tu vois, tu as des managers qui vont dire moi, ma femme, elle s'est arrêtée pendant 2 ans, donc je suppose que tu voudrais... Non, mais en fait, pas du tout. Pas forcément, tu vois. Et c'est là où même si la loi, elle est protectrice pour les femmes en retour de congé mat, notre culture d'entreprise, tu vois, culturellement, la maternité, elle est quand même encore perçue comme un frein. Et voilà. Bien sûr. Et toi aussi, tu parles souvent de la bonne élève. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose, j'ai l'impression... Alors, encore une fois, je ne veux pas caricaturer, mais c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup, nous, les femmes. Cette espèce de syndrome de la bonne élève. En quoi ça ne nous aide pas, en fait parce que, En fait, le syndrome de la bonne élève, c'est... Je trouve c'est... Alors, quand je mets ma casquette plus de coach, tu vois, je vais te dire que oui, le syndrome de la bonne élève, ça peut être un frein dans la carrière parce que, malheureusement, l'entreprise n'est pas forcément un endroit méritocratique. Il ne suffit pas de bien travailler, il faut aussi le faire savoir. Donc, faire de l'autopromotion, mettre en avant ses résultats, parler de ce qu'on fait au-delà de, tu vois, son seul service, réseauter. Donc, ça demande de la confiance en soi, un peu d'ego, ce qui est du coup plus compliqué pour les femmes parce qu'elles ont été éduquées à attendre que les autres définissent leurs valeurs. Bien sûr. Donc, prendre la couronne toi-même, prendre la couronne toi-même et la mettre sur la tête en disant « je suis géniale, j'ai fait ça, regardez ». Le premier réflexe, on va dire, c'est hyper prétentieux. Ça se fait pas du tout. Si je travaille bien, je serai naturellement récompensée. Donc voilà. Et en plus, à cette confiance en soi et qu'il faut avoir, il faut ajouter le temps. Il faut avoir le temps de faire son autopromotion, de rédiger des posts sur LinkedIn, d'aller parler avec telle ou telle personne, d'aller à l'afterwork. Et quand tu as cette charge domestique et parentale qui pèse sur tes épaules, tu l'as pas forcément. Tu l'as moins, ouais. Donc, c'est là où être une bonne élève, bien travailler, ça ne suffit pas. Et si tu attends sur ta chaise d'avoir la reconnaissance que tu mérites, tu peux attendre très longtemps. Ça génère énormément de déception, de frustration, de sentiments d'injustice, parce que évidemment, les bonnes élèves, elles ont toutes ce collègue masculin qu'on connaît toutes, qui parfois est plus jeune ou qui a le même âge, qui en fait 2 fois moins et qui a 2 fois plus de reconnaissance, que ce soit financière ou juste de visibilité, tu vois, où on va beaucoup plus le créditer en réunion, parce que parfois ce collègue aussi s'approprie ton travail. Donc voilà, tu vois, c'est vraiment une figure récurrente dans les entreprises, quand on parle de la vie professionnelle des femmes. Donc, ça génère de la frustration. Donc, évidemment, en tant que, tu vois, que coach, consultante en vie professionnelle, moi, je dis, comment est-ce qu'on va renforcer votre autonomie pour apprendre à vous mettre en avant, défendre vos résultats, marquer votre territoire pour pas que, Benoît, il vienne s'approprier votre travail. Je l'appelle
souvent Benoît, mais voilà. On n'a rien contre les On n'a rien contre les Benoît, mais voilà. Et souvent, c'est des Benoît. Et donc ça, très bien. Mais, et ça, c'est un peu aussi mon approche du coaching, c'est de mettre du systémique dans la marmite. En vrai, être une bonne élève, c'est aussi très bien. C'est aussi pas que une qualité professionnelle. Ouais. Et c'est même fou de se dire que ce syndrome de la bonne élève, on le présente comme un défaut professionnel. Tu vois, qu'est-ce que ça nous dit du monde du travail ? Parce que c'est quoi être une bonne élève ? C'est être appliquée, être rigoureuse, avoir une bonne conscience professionnelle, se dire je suis légitime si je sais le maximum de choses. Donc évidemment, tu mets la barre très haut. Et parfois, on la met trop haute. Et on n'a pas, tu vois, un peu ce... C'est pour ça que quand on dit avoir la confiance d'un mec médiocre, tu vois. Voilà. Mais en vrai, ce sont des qualités professionnelles, de te dire, j'ai envie de bien faire mon travail, je valorise plus le contenu que la forme, de bien faire les choses plutôt que de, me mettre en avant et faire ce truc d'autopromotion. Ce sont des qualités professionnelles. Et donc, moi, je leur dis, il ne s'agit pas de rayer tout ça. Et d'adopter un comportement qui n'est pas le vôtre, qui ne correspond pas à vos valeurs. Le syndrome de la bonne élève, c'est quelque chose de positif. Il faut que ça se joue en votre faveur, quoi. Voilà. En fait, il faudrait que ce soit aussi au monde du travail de reconnaître ça. Et c'est là où, quand on te dit oui, mais... tu vois, parce que souvent, je trouve, quand tu parles des inégalités professionnelles et des mesures pour injecter plus d'égalité, tu vois, d'allonger le congé paternité, de plus de flexibilité, de transparence des salaires, de rattrapage salarial et tout, on va te dire oui, mais c'est mignon, mais ça coûte cher et c'est pas viable. Économiquement, c'est pas viable. Alors qu'en fait, moi, je pense que notre modèle actuel, il est pas viable. Parce que le présentéisme, ça coûte cher. Les burn-out, ça coûte cher. Faire monter les gens, pas parce que ce sont les meilleurs et les plus compétents, mais parce qu'ils savent se mettre en avant et qu'ils ressemblent à leur patron, c'est pas forcément les meilleures décisions, tu vois, économiquement. Sur le long terme. Voilà. Donc, tu te dis, cet argument de c'est pas rationnel et c'est pas viable, c'est faux. On est plus... Évidemment, il y a des entreprises où c'est moins le cas quand même. Mais il y a beaucoup d'endroits où on est plus dans la culture du paraître que dans la culture du résultat et de la performance. Parce que tu sais en plus que plus d'égalité, plus de mixité, plus d'inclusion en entreprise, ça se traduit par de meilleurs résultats. Donc tu vois, si c'est la logique des chiffres et de la viabilité économique qui l'emporte, tu fais monter les femmes. Bien sûr. Tu fais plus de transparence des salaires, tu donnes plus de flexibilité. Tu as des entreprises qui ont fait l'expérience de la semaine de 4 jours et qui disent ça améliore nos résultats, ça améliore le bien-être de nos salariés, ils sont plus engagés sur le long terme, ça ne nous coûte pas, économiquement. Donc, c'est là où je trouve qu'il faut changer un peu nos idées reçues sur le monde du travail de l'égalité, c'est mignon, mais ça coûte cher. Non, en fait, c'est vraiment... Voilà. Et le syndrome de la bonne élève... si tu récompensais les bonnes élèves au lieu de leur dire qu'elles n'ont pas compris les codes, l'entreprise y gagnerait aussi et les femmes n'auraient pas à faire du coaching. Enfin, c'est là où moi je suis contente de faire du coaching parce que c'est bien de travailler sur ce que je peux faire à l'heure actuelle et que si tu attends la révolution, tu attends 200 ans et en fait t'es plus là. Mais le coaching ne peut pas tout. Et dans un monde idéal, on ne devrait pas faire de coaching. Ça, c'est clair. Voilà, en fait, tu vois, et toutes les femmes ne peuvent pas faire du coaching. Elles n'ont pas forcément le temps, elles n'ont pas forcément les moyens, parce que ça coûte cher aussi. Voilà. Toutes n'ont pas dans leur entreprise des réseaux avec des ateliers, avec des activités organisées. Et donc, c'est là où la charge de l'égalité, on ne peut pas la faire peser sur les seules épaules des femmes par leur volonté personnelle et leur dire faites du coaching, tu vois. Et même... organiser des ateliers de coaching en entreprise, c'est très bien, mais il faut aussi se demander qu'est-ce qu'on fait en fait en termes RH.
Bien sûr. pour que ce soit plus... Enfin, tu vois, il faut que ça Bien aille dans sûr, les deux sens. Dans les deux sens, non, Voilà. mais carrément, bien sûr. Et c'est vrai qu'on ressent beaucoup de culpabilité aussi. Ah ouais. Et je trouve que quand on devient parent, évidemment, ça en rajoute effectivement une couche. Mais c'est vrai que ce mythe de la Wonder Woman, j'ai l'impression que ça aggrave cette culpabilité. Dans tout ce que tu dis un petit peu, effectivement, même sur le syndrome de la bonne élève, on culpabilise de l'avoir. On culpabilise on parlait, tu vois, du bon moment pour avoir un enfant. Il y a toujours cette espèce de couche de culpabilité. Tu sais, t'as toujours quelqu'un pour te dire, Yaka Faucon, quoi. Et c'est vrai que je trouve que ce mythe, je sais pas si t'es d'accord, mais ce mythe de la Wonder Woman, c'est ça horrible. rend pas service, quoi, là-dessus. Maintenant, ça rend pas service parce qu'on te fait croire que tout dépend que de toi et que du coup, si t'y arrives pas, ah bah oui, mais t'avais qu'à déléguer, t'avais qu'à ne pas passer à temps partiel, t'avais qu'à prendre une nounou, t'avais qu'à réseauter, aller à l'afterwork, tu vois. En fait, c'est vraiment ne pas remettre en question le système, tu vois, et toujours faire porter la charge sur nous. Et moi, je trouve que la culpabilité des femmes, elle est énorme. Elle est énorme, tu vois. Et c'est là où moi, mon approche du coaching, c'est d'abord de déculpabiliser et pour moi d'injecter, tu vois, une vision un peu systémique pour dire en fait, c'est pas vous le problème, c'est pas vous qui êtes bête de pas avoir compris les codes, c'est qu'on part avec telle éducation et que les règles du jeu, c'est ça. Et du coup, les femmes, elles sont très bonnes à l'école, elles vont être meilleures que les garçons, elles sont plus diplômées. Et tu vois, dans le monde du travail, tu vois, il y a toujours plafond de verre. Avec des longueurs de retard. Voilà, tu te butes à des trucs. Pourquoi ? Parce que le travail n'est pas l'école. Et que tu as un problème, tu vois, avec cette notion de méritocratie. C'est pour ça que le livre, tu vois, je l'ai aussi appelé Les Méritantes. Et puis de société patriarcale, quoi. Parce qu'en plus, on va dire aux femmes, on sait qu'elles travaillent bien, on sait qu'elles ont du mérite. Mais tu les reconnais, tu reconnais ça avec des cacahuètes. Tu vas dire, t'es une femme forte, t'as du mérite, t'es vraiment... Ouais, mais en fait, je suis épuisée. Et en plus, je culpabilise de pas y arriver. Et c'est vrai que, tu vois, l'essai, Les Méritantes, je l'écris en pensant aux femmes, en me disant, j'aimerais, parce que c'est compliqué de changer toute cette culture-là et tout, mais j'aimerais qu'en le lisant, tu vois, ce soit presque un outil de coaching dans le sens où ça les décomplexe et qu'elles se disent, mais en fait, tout ce que je prends sur les épaules... Et en plus, je culpabilise de ne pas avoir le bon comportement, de ne pas faire les bons choix, de ne pas avoir la bonne méthode, de ne pas avoir la bonne to-do list. Alors qu'en fait, c'est pas ma faute. C'est pas moi qui... Tu vois, et moi, je dis souvent, c'est pas aux femmes de changer. C'est au monde du travail de changer. Il faut vraiment renverser notre vision du sujet. Même, tu vois, c'est pas aux femmes... souvent, on dit, oui, contre les inégalités de salaire, il faut que ce soit aux femmes de s'orienter vers les filières masculines. Mais c'est... Non, c'est pas la seule. Oui, ça peut être une des solutions, mais clairement pas la seule. Évidemment que plus t'as de mixité, oui, il faut des femmes ingénieurs, il faut des femmes pour faire les algorithmes, pour faire l'intelligence artificielle, sinon tout ça va reproduire des... Évidemment qu'il faut de la mixité, mais t'entends pas de l'autre côté, il faut que les hommes aillent bien sûr, dans les filières féminines. Donc c'est dire la condescendance aussi qu'on a pour ce qui est féminin, tu vois, pour les métiers majoritairement féminins, où soi-disant ça n'aurait pas de valeur et ça n'aurait pas, tu vois, c'est pas les bons choix. Alors que si on devient tout ingénieur et qu'il y a plus personne pour soigner les gens, garder les enfants, tu vois, éduquer. Enfin, on va quand même avoir un gros problème, quoi. Mais donc, c'est pas aux femmes de se réorienter vers les filières masculines. C'est à nous de valoriser ce qu'elles font déjà, tu vois. C'est comme leur dire qu'elles font pas le vrai bon travail, tu vois. Et c'est pas aux femmes d'apprendre à négocier leur salaire. C'est à l'entreprise d'être plus méritocratique et de faire plus de transparence des salaires. Et c'est pas aux femmes à faire leur autopromotion parce qu'elles n'ont pas le temps de le faire ou qu'elles n'ont pas... Tu vois, voilà, ce truc de confiance en soi. C'est au monde du travail de valoriser les gens les plus compétents et pas ceux qui savent le mieux se mettre en avant. Donc, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Et c'est pas aux femmes de courir après l'égalité, en conclusion, tu vois. C'est à nous... De leur donner accès à l'égalité, c'est à l'égalité de venir à elles. Elles travaillent déjà plus que les hommes. Tu vois, si tu cumules le travail reconnu et le travail domestique, elles travaillent plus que les hommes et elles gagnent moins. Donc tu vas pas leur dire en plus, tu vois, cravacher et devenez des hommes. Enfin, tu vois, je trouve ça vraiment très injuste. C'est très injuste, non, mais bien sûr. Mais justement, pour toutes celles qui se retrouvent dans ce mythe de la Wonder Woman, est-ce que tu vois quelques pistes concrètes, tu vois, pour arriver à s'en extraire un petit peu je sais pas moi, alors de revenir égoïste, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, voilà, ou en tout cas plus prendre
soin de soi ou être plus juste envers Moi, je pense... Alors, il y a une notion que j'adore dans le coaching qui est celle de la responsabilité. En fait, tu n'es jamais responsable à 100% d'une relation que tu as avec quelqu'un ou tu vois, des interactions que tu as. Et je trouve que dans le monde du travail, ça s'applique aussi. C'est-à-dire que toi, tu choisis de travailler là où tu es, tu acceptes la façon de faire, les valeurs et tout. Tu es responsable de ce choix-là. Mais à côté, l'entreprise aussi est responsable de certaines choses. Donc déjà, se dire tous les obstacles, les freins que je peux avoir, je ne suis pas la seule responsable. Il y a aussi une part en face. Après, comprendre qu'est-ce que c'est les codes où tu dis, moi, j'ai pas envie de jouer ce jeu-là et tu vas voir ailleurs, mais ailleurs, c'est quoi ? C'est où ? Est-ce que c'est mieux ? C'est compliqué. Ou voilà, tu comprends quelles sont les règles du jeu et t'essaies de faire au maximum sans te trahir. Mais bon, tu vois, parfois c'est évident. Ouais, c'est pas toujours évident. Mais après, sur le milieu de la Wonder Woman, enfin, déjà prendre conscience de tout ça, je trouve que ça te fait redescendre la barre du perfectionnisme, de te dire, attends, en fait, si j'ai pas 100% des compétences, ça veut pas dire que je suis pas légitime. Si je fais pas tout parfaitement, si mes enfants ne mangent pas des petits plats cuisinés bio, faits par mes soins, et tu vois, c'est pas grave. Il y a aussi des choses où il faut accepter sa zone d'incompétence, tu vois, enfin, de pas se mettre la barre trop, tu vois, c'est des trucs, faut assumer que ça sera pas fait, tu vois, c'est pas grave. Et même, tu vois, dans les trucs domestiques, enfin, c'est con, parce que je suis pas un modèle, mais moi, tu vois, je sais pas repasser, si, je sais repasser une chemise, tu vois, mais c'est un truc qui me saoule, que j'ai pas le temps de faire, que je fais toujours passer en dernier, tu vois, et à chaque fois j'ai ma mère, ma sœur qui me disent oui mais quand même repasse tes chemises. Je fais ouais mais en fait ça non, tu vois, ça j'ai fait un trait dessus et c'est pas grave, voilà, on s'en fout. Donc à un moment faut aussi pas se mettre trop, tu vois, dans la barre. Pression et je pense ne pas s'excuser, plus tu vois, sur le travail, quand on est en entreprise, ne pas s'excuser. Ne pas s'excuser quand on pose des congés enfants malades, ne pas s'excuser d'annoncer sa grossesse, ne pas s'excuser de demander plus d'argent, ne pas s'excuser de dire non. Parce que ça aussi, tu vois, la bonne élève, tu lui dis, tu peux faire ci, ça nous arrangerait, je compte sur toi, t'es la femme de la situation. Ah ouais, super, je vais le faire. Non, en fait, dire non, c'est aussi faire preuve d'un grand professionnalisme parfois. De dire, moi là, si je prends plus, en fait, je vais mal faire, je vais me diriger vers un burn-out, et puis c'est pas dans ma fiche de poste. Et dire non, c'est prendre le risque de ne pas être aimé des autres, mais en fait, on n'est pas au travail pour être aimé. C'est un truc que j'appelle le syndrome de la miss. C'est qu'on a vachement besoin, parce qu'on a été éduqué comme ça, d'avoir la validation des autres et de se sentir apprécié par ses collègues, par son patron. Tu vois, il y a plein de femmes qui disent, moi, je vais pas négocier mon salaire parce que j'ai pas envie que mon patron pense que je travaille pour l'argent. Ouais, mais il travaille pour l'argent lui aussi, enfin, et toi aussi, enfin, on le fait tous, tu vois, c'est pas grave. Donc voilà, pas être là pour récolter l'amour des autres. Après, il y a évidemment le truc du partage des tâches, mais c'est compliqué, c'est un sacré morceau. Et parfois, t'as des métiers différents, des secteurs différents, des horaires différents, des statuts différents, qui font que faire 50-50 sur les tâches domestiques et parentales, c'est une douce utopie. Et moi, je suis pas tellement là à dire faut absolument faire 50-50, parce que parfois ça colle pas avec la réalité, parfois ça colle pas avec les besoins de chacun aussi. Tu vois, moi j'ai eu envie de prendre tous mes vendredis pour être avec ma fille la première année. Mon conjoint, il a pas ressenti le besoin. Chacun fait ce qu'il veut, tu vois. C'est pas bon, il avait été off pendant 6 mois, voilà. Mais non, puis il y a de la temporalité aussi. Il y a pas de souci. Par contre, reconnaître la valeur de ce travail-là. Que quand dans ton couple, il y en a un qui va beaucoup plus chercher à l'école, qui fait beaucoup plus de tâches domestiques, qui fait beaucoup plus la variable d'ajustement, déjà, dire merci, enfin, tu vois, c'est voilà, la base. Et 2, comment est-ce qu'on va reconnaître ce travail-là ? Et ben peut-être que ça va être mettre moins d'argent dans le panier commun. Tu vois, peut-être que voilà, ça va avoir un impact sur la façon dont on considère la gestion de budget dans le couple. Mais reconnaître ce travail-là, pas le considérer comme, tu vois, acquis normal et tout. Après, le mythe de la Wonder Woman, vraiment, enfin, je sais pas, je trouve que c'est difficile, parce que même quand on essaie de répartir, on peut être vachement déçu. Tu vois, même quand voilà, on essaie de pas s'excuser dans le monde de l'entreprise et tout. Et souvent, on se dit, bon, bah,
c'est comme ça, mais vraiment j'assure quoi. Et c'est là où tu dis en fait ce sentiment de fierté, même un peu, tu vois ce que je dis, de supériorité, de quand même moi j'ai vachement sur les épaules. T'as l'impression que ça doit être ton lot de consolation, une espèce de fatalisme, de te dire bon la situation est inégale, mais moi je sais ce que je vaux. Tu vois là, ouais mais en attendant t'es fatigué, tu gagnes moins d'argent. T'as pas la reconnaissance que tu mérites à tous les niveaux, donc c'est quand même vachement frustrant. Non, mais c'est vachement frustrant et difficile. Ouais. Après, d'en parler entre nous, d'en parler entre femmes, de faire partie de réseaux féminins, d'avoir du soutien. Du soutien et de la sororité. Enfin, vraiment, en entreprise, c'est... Enfin, en entreprise et même dans le monde du travail. Et même dans ton entourage, dans ta vie privée. C'est aussi hyper important. Parce que tu participes à ton échelle à normaliser que c'est pas normal, qu'on n'a pas à s'excuser, qu'on n'a pas à tout faire. Et voilà. Donc, c'est vrai que... Voilà, mais en tout cas, se dire que tout ne dépend pas de nous et de quand même... alors, quand on dit politiser le sujet, ça fait un peu peur parce que politiser, ça fait, tu vois... En plus, politiser dans le monde du travail, voilà, tu dis, ça fait syndicaliste, nanana, mais en attendant, heureusement que les syndicats, ils sont là, tu vois, et ça aussi, c'est vachement révélateur de notre vision quand tu t'intéresses au droit du travail, quand tu repenses un peu les contours de tout ça, tu passes pour quelqu'un de procédurier qui fait pas confiance à l'entreprise. Non, et puis un peu faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un peu sensibiliser, ouvrir la discussion sur le sujet, parce qu'il n'y a que comme ça que effectivement la parole se libère, mais que ça permet, comme tu dis, de relâcher aussi entre femmes la pression, de redescendre un petit peu la barre. Et, mais d'avoir le droit d'être imparfaite, en fait. Exactement. On s'ennuie quand on est parfait. Exactement. et puis t'apprends pas. Voilà. Ça, tu vois, se laisser le droit dans d'être le travail imparfaite, c'est bien ça quand même. Même, tu vois, surtout ce truc de pas se sentir légitime, pas avoir 100% des compétences, mais en fait, travailler, c'est aussi apprendre, c'est progresser. Donc, si t'es parfaite et que tu sais tout, quelque chose de très ennuyeux, et en plus, on sait jamais tout. C'est là où faut être humble, et d'un côté, on valorise pas assez l'humilité dans le monde du travail. Tu vois, c'est là où c'est un peu... Voilà. Et t'as des hommes qui vont pas passer pour des gens humbles, mais qui vont pas avoir 100% des compétences et qui vont se dire c'est pas grave, j'y vais quand même, tu vois, normal. Parce qu'ils ont tellement appris que c'était leur place naturelle. Mais voilà, de se dire, en fait, faut pas non plus se mettre la barre trop haut. Alors, on a beaucoup parlé d'injonctions qui pèsent sur les femmes. Mais j'aimerais bien qu'on parle de transmission, parce que tu l'as dit, tu es maman d'une petite fille. Alors, en tant que mère, toi, comment tu souhaites aborder, alors elle est petite encore, ta fille, super petite. Mais cette question de transmission, comment on élève une fille sans lui transmettre justement ce poids de la Wonder Woman? Ah, c'est dur. Franchement, j'aurais pas... Je sais pas. Tu sais pas encore. Après, je pense que... En fait, non, mais parce qu'il y a ce que tu veux transmettre, et puis après, il y a la réalité, tu vois, aussi. Enfin, ma fille, elle a... tu vois, sa chambre est rose. Le rose est partout, mais le rose, c'est une belle couleur, en fait. Tu vas pas... Voilà, mais même quand tu dis on veut pas trop genrer et tout, il y a les cadeaux que les gens t'offrent. Et puis, en fait, si elle aime bien et qu'elle dit que c'est sa couleur préférée, et qu'elle joue avec ses poupées et tout, tu vas pas lui dire non, prends un camion, tu vois, enfin... Tu vois, il faut un peu être souple. Et par ailleurs, je pense que c'est évidemment qu'il y a... Tu vois, ça a un vrai impact et tout, mais... moi, j'ai grandi dans une chambre rose avec des fleurs. J'avais 36 000 Barbie, la maison de Barbie, la calèche de Barbie, tu vois, enfin, vraiment Barbieland. Bon, ça m'a pas empêché, tu vois, d'être très en colère sur ça. Après, je suis pas un exemple, tu vois, mais voilà, je pense qu'il faut pas non plus se dire sur les sujets. Voilà. Mais par contre, je pense que ce qu'un enfant voit, et ce qu'on lui propose, c'est important. Bien sûr. Et la façon dont il voit ses parents, voilà, la répartition des tâches, ou la façon dont c'est valorisé ou pas, c'est important. À la limite, sur cette question-là, moi, je sais pas trop, parce que tu vois, elle a 2 ans, je suis pas trop encore dans bien sûr. ce dilemme-là. Mais par contre, peut-être parler de son travail. Tu vois, moi, je lui dis un peu ce que je fais. Enfin... Ça se résume à maman écrit des livres, tu vois, c'est pas voilà. Mais on lui parle de ce qu'on fait. On lui dit là, parfois moi je pars plusieurs jours
Je lui dis, je pars, c'est pour le travail, c'est important pour maman, mais je vais être très contente de revenir, j'ai hâte de tu vois, enfin de verbaliser tout ça, mais de pas s'excuser. Voilà, plus qu'en fait te parler de ce que moi je fais avec ma fille, parce que j'en suis pas trop encore là, te parler de ce que ma mère elle a fait avec nous, c'est-à-dire ne pas s'excuser, montrer que son travail lui plaisait. Bon, après il faut avoir un travail qui nous plaît, ce qui est parfois un luxe, mais voilà, en fait mes parents ils ont tellement normalisé tout ça que je te dis, c'est après moi quand j'ai commencé à travailler que j'ai compris qu'ils correspondaient pas à la norme. Et donc, c'est là où tu dis ne pas s'excuser, parler de son travail, tu vois, ne pas être dans la culpabilité. C'est pas facile parce que du coup, tu culpabilises de culpabiliser. Tu vois, le cercle vicieux. Voilà, et se dire, en fait, si moi, je suis bien dans mon travail, dans ma vie, mon enfant le ressent, et voilà, et pas être dans ce truc sacrificiel où je suis pas assez là pour... parce que, par ailleurs... c'est pas le temps, la quantité de temps que tu passes avec ton enfant qui est important, c'est la qualité. Enfin, ça, on l'a déjà beaucoup entendu. Donc, se dire, en fait, si moi, j'ai envie d'avoir une carrière épanouie, de reprendre des études, de faire une thèse, tu vois, et que ça rogne un peu le temps que j'aurai avec mon enfant. Mais par ailleurs, si j'explique à mon enfant que c'est important, que c'est intéressant, que maman... Enfin, tu vois, c'est aussi après comment eux, ils vont percevoir le travail. Bien sûr. Tu vois, moi, j'avais des parents qui aimaient leur travail, leur métier, le contact avec les autres. Ils nous regardent beaucoup, donc voilà, et... ce que tu montreras forcément aura une influence, quoi. Oui, voilà. Ouais. Donc, je pense que c'est... En fait, en prenant soin de toi, tu prends aussi soin de ton enfant, quoi. Et si tu devais formuler un vœu pour la génération de nos filles, sur la manière dont elles vivront, puisqu'on a des filles à peu près du même âge, leur vie de femme ou de professionnelle, de mère, quel serait-il ? Waouh. De pas culpabiliser. Bon, écoute, c'est pas mal ça. Je pense que c'est pas mal. Ouais. Enfin, tu vois, donc, de pas culpabiliser, de pas s'excuser. Voilà. Et d'être en colère aussi quand il y a des choses qui vont pas, parce que la colère, c'est une saine émotion. Voilà. Alors, j'aimerais finir sur une note un peu plus intime et introspective, avec mes questions signatures. Qu'est-ce que la parentalité t'a appris sur toi, même indirectement ? Comment tu formules ça ? Ce que la parentalité m'a appris sur moi, que tu pouvais être surprise par toi-même et que tu pouvais pas prédire beaucoup de choses. Donc, une forme d'humilité et d'émerveillement en même temps, je pense. En tant que maman, qu'est-ce qui est essentiel à ton équilibre et comment tu le cultives au quotidien ? Ou qu'est-ce que tu essaies de mettre en place pour préserver ces moments importants pour toi ? De pas être speed. Ça, je trouve que le temps... Tu vois, c'est évidemment central, mais on parle beaucoup du salaire, de la rémunération. Mais pour moi, en tant qu'indépendante, le temps, la flexibilité, parce que c'est quand tu as du temps que tu peux savourer les moments. C'est ce que t'as de plus précieux, c'est pas ce que j'ai de plus précieux, mais c'est hyper important. C'est voilà, ça fait partie de l'équation du bonheur, tu vois. Le salaire, c'est important, l'argent, c'est important, mais la valeur du temps, elle est fondamentale. Et voilà, et je trouve que s'il y a quand même un truc qui structure beaucoup les inégalités, notamment dans le monde du travail, c'est la façon dont on considère et on gère le temps. Donc c'est vraiment un truc essentiel, je pense, pour moi. Et si tu pouvais glisser un petit conseil à la jeune maman que tu étais à l'époque, quel serait-il ? Je suis toujours une jeune maman. Avant d'avoir ta fille au tout début, Je sais que tu es une jeune maman. Que ça va être cool. Enfin, que ça va être cool, que ça va être super. Tu vois, peut-être si le truc un peu de stresser, de te dire ça va être compliqué parce que j'ai entendu 1 milliard d'histoires... voilà, où la maternité, ça a été une épreuve et tout, là, de dire en fait ça va aller, quoi. Ça va aller, merci beaucoup, merci Lucile, pour cet échange. Je pense qu'on aurait pu encore parler pendant très longtemps. Il y a tellement de choses à dire. Voilà, exactement. Peut-être qu'on fera un autre épisode. Peut-être qu'on fera un épisode où je
je t'interviewe. Exactement. Parce que je sais pas si t'as fait, mais parce que tu vois, c'est... Non, pas encore, mais effectivement, dans l'autre Ouais. sens, ça serait pas mal aussi. Donc, merci Carrément. beaucoup. Merci à C'était toi. hyper inspirant et bravo pour ton engagement et merci. tout ton travail. Et bravo pour ton podcast. Merci. À bientôt. À bientôt.